Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Fishing Club, l'émission où les experts de la pêche de loisirs donnent, lorsqu'ils le veulent bien, leurs conseils sur les thèmes que l'on détermine avec vous notamment. Bonjour messieurs, bonjour Gaël Even. Bonjour. Bonjour Sylvain Legendre. Bonjour. Samir Kerdjou. Bonjour. Et Nicolas Cadiou. Bonjour messieurs. Dans quelques semaines, c'est l'ouverture de la pêche de la truite. On va parler avec vous, on va essayer de dégager quelques généralités, on va essayer de voir quels sont les leurres en fonction des types de rivières qu'il faut principalement utiliser. Est-ce qu'il y a des grandes tendances, des grandes vérités déjà? Est-ce que vous considérez que plus la rivière à truite est vaste, plus il faut utiliser des gros leurres? Est-ce que c'est une énorme bêtise pour commencer? Je pense qu'on ne peut pas parler de pêche de la truite sans des différences de type de rivière et de type de région. Il y a des régions, selon le pH de l'eau, où on va avoir des truites qui sont toutes petites, ou qui grossissent pas vite en tout cas, et d'autres régions où la taille va exploser très vite. Moi par exemple, je pêche principalement en Bretagne, sur un sol granitique. Moi je fais une truite de 40 chez moi, c'est une truite exceptionnelle. Et forcément je ne vais pas utiliser les mêmes leurres que sur un cours d'eau de la même taille, avec le même débit, sur un endroit où les truites vont pousser beaucoup plus et vont pouvoir devenir énormes. Donc tu vas prendre des leurres plus petits? Oui, je vais prendre des leurres, alors pas forcément tout petits, mais je ne vais pas pêcher avec un leurre de 10 cm comme ça peut être le cas ailleurs dans d'autres régions. C'est la taille du milieu qui compte énormément, parce que tu as besoin de lancer plus ou moins loin, plus ou moins précis, de pêcher plus ou moins profond. Donc ça joue aussi sur le type de leurre. Alors il y a bien sûr la taille des poissons qui souvent va avec la taille du milieu. On ne va pas pêcher de la même manière et utiliser les mêmes leurres dans un ruisseau très peu profond où il va falloir jeter hyper précis sous une branche à 5 mètres que dans une grande rivière qui fait 80 mètres de large où on va pouvoir jeter très loin et prendre les veines de courant. Voilà. Après, une chose importante, c'est que là, ça va être l'ouverture, ici peu, et sur le début de saison, les poissons ne montent pas, par exemple. Donc, il y aura déjà aussi la nécessité de pêcher dans la bonne couche d'eau. Donc, en fonction de ton milieu, évidemment, si tu as une rivière qui fait 30 cm de profondeur, ou si tu as un truc qui pousse très très fort, et où il y a 2 mètres d'eau, et si tu passes pas dans les 20 derniers centimètres, tu n'auras jamais de touche. Donc il va y avoir la population de poissons, parce que la truite, quand tu regardes bien, c'est le poisson qui a le plus gros delta de taille. Hein. Ouais, il y a des endroits où tu peux avoir des truites d'1 mètre, et à contrario, des endroits où une 25, c'est exceptionnel. Donc tu as un delta de taille énorme au niveau du poisson, et après tu as vraiment les limites du milieu qui t'imposent, elles, d'être en début de saison. Pour moi, les truites, elles ne montent pas, donc il faut vraiment être au fond, il faut pêcher plus lentement. Donc là, le leurre, il va s'imposer à la fois par le milieu et par le poisson. Et ouais, la règle du début de saison, c'est vraiment de pêcher précis, au fond. Et aujourd'hui, quelle que soit la taille du leurre, quelles que soient les marques, on va trouver ces produits-là. On a des leurres de 4 cm qui creusent vraiment, qui font 5, 6, 7 grammes. On peut pêcher vraiment précis et au fond. Nico disait tout à l'heure, toi tu pêches donc visiblement dans des rivières de taille assez réduite. Ouais. 4 cm, tu commences avec ça ou plus petit? Non, plus gros quand même. Plus gros quand même. Mais après, ça c'est ma façon de pêcher. J'ai tendance, même si c'est des milieux qui ne font pas pousser des poissons très très gros et tout ça, à utiliser des leurres un peu plus gros. Pour sélectionner un petit peu. Ouais, voilà. Mais après, c'est ma pratique à moi. Je suis un de ceux qui utilisent les plus gros leurres sur les rivières que je pêche et je vais pêcher avec des leurres de 5-6 cm. En général, c'est les tailles que j'utilise le plus souvent. Sylvain? Moi, c'était simplement pour rebondir sur ce qu'a dit Samir sur la densité des leurres. Il y a aussi la solution du leurre souple qui règle finalement ce côté-là, puisqu'on a juste un lest, enfin la tête plombée plus un petit chat dessus. Donc on peut s'adapter. Moi, c'est une bonne solution pour moi pour le début de saison, parce que ça permet d'adapter sa pêche à l'activité, de passer précis, près du fond. Poisson nageur, cuillère, leurre souple. Là, on a les 3 familles essentielles. T'as un autre truc aussi qui se développe pas mal, c'est les petits spintails. En début de saison, c'est le type de leurre qui peut vraiment déclencher les poissons. Après, il y a les lames aussi, par exemple, prennent des truites. Hein, ça pêche très bien, les courants, tu les fais à la lame. Un petit truc, plus l'eau elle est claire, plus j'ai tendance à prendre des profils effilés pour la truite. Et plus on aura de l'eau trouble, sale, plus on pourra prendre des leurres trapus type crankbait si tu veux. Donc, il y a des moments où c'est bien de la pêcher gros, parce que c'est un poisson quand même qui est territorial. Et il y a vraiment des jours où elles vont attaquer en voulant manger, si tu veux, et tu le vois très bien, où elles vont attraper des petits leurres, elles vont les prendre bien. Et vraiment des jours où elles vont venir chasser le leurre qui passe sur le poste, et là, tu auras intérêt de pêcher gros. Et tu peux mettre donc, quand tu dis gros, c'est raisonnablement gros, dans une rivière de taille moyenne, tu peux pêcher avec des gros leurres pour... Tu peux pêcher avec des leurres de 100, hein. 100, 110, c'est pas gênant. Si tu as des poissons qui font 45, ils vont venir dessus. Ouais, c'est ça, une truite, elle attaque facilement un truc qui fait un quart de sa taille. C'est un prédateur de fou, la truite. Hein, c'est-à-dire... Moi, début de saison, pour aller vite, c'est beaucoup ça. Je pêche gros. Allez, mars.
jusqu'à la mi-avril, je fais un peu l'inverse, quoi. On a une période où pendant 15 jours, 3 semaines, ces gros poissons, tu vas les prendre avec des tout petits leurres. Ça ne dure pas très longtemps. Mais par contre, le début de saison... Je sais pas les mêmes zones et Gaël, elle est d'accord avec ça. Donc ça c'est une tendance... c'est vraiment un truc qui ressort régulièrement en fait. Début de saison, gros niveau, gros débit, gros leurre bien présenté. De toute façon, c'est la présentation qui va vraiment faire la différence. Ces poissons touchés. Puis il arrive un moment où tu ne les touches plus. Là. Allez, en principe, ça dépend du débit. Et c'est souvent, chez nous, je parle, allez, à la mi-avril, là, on a ce trou. Et là, le fait de pêcher petit, tu retrouves ces poissons. C'est la plus à dévaler, non aussi? Oui, aussi. Les poissons sont montés légèrement. Exactement, ils commencent à gober. En fait, tu as vraiment ce phénomène sur les truites, c'est début de saison, tu as tout intérêt à pêcher vraiment 3 caravales, lentement, à insister sur le truc. Vraiment, même à tenir des fois sans bouger. T'es devant, tu vas l'attendre le poisson. Alors que dès qu'on va commencer à avoir des poissons qui gobent ou des poissons qui se mettent en inflé, à se bouger dans la colonne d'eau, là, ça correspond aussi à l'émergence des alevins de l'année de truites là, qui commencent à dévaler, à coloniser un peu le truc. On pourra pêcher plus petit, plus vite entre deux eaux avec des poissons qui vont réagir davantage parce qu'ils vont intercepter les leurres. C'est le cycle de la pêche de la truite en eau vive. Hein. On commence plutôt aval, plutôt doucement, plutôt lourd, pour finir à l'étiage avec des eaux chaudes, complètement à dévaler le courant avec des trucs plus petits. Si on reste sur la période là qui va nous intéresser dans quelques semaines, les premières semaines de pêche sur la truite, Sylvain, tu parlais du leurre souple, il y a autre chose, il y a une autre famille de leurre que tu vas privilégier, plutôt cuillère, poisson nageur. Quelles conditions te font opter pour quel leurre? J'utilise pas trop la cuillère, sûrement à tort, parce que ça reste un moyen sûr de capturer des poissons. Je trouve plus de plaisir techniquement à utiliser le leurre souple et le poisson nageur. Je reste sur ces deux familles-là, en adaptant simplement le grammage et la taille pour les leurres souples, et puis la densité et la taille. Donc pas trop cuillère pour toi, nageur. Gaël, pareil? Non, pas du tout pareil. Pas du tout pareil. Leurre souple, ça me fait chier. Je trouve qu'on a trop de déchets au ferrage. C'est-à-dire que si tu as des gros poissons qui mangent bien, ça va. Tu as une petite gueule, hein, la truite. Hein. Oui, mais c'est pas... Ça dépend de la taille de la truite. C'est vrai que moi, je suis en bordure de Nico. Tu vois, la Normandie, on a déjà des poissons un peu plus gros. Donc, on a des rivières où tu peux pêcher au leurre souple et où tu les prends relativement bien. On a des rivières où on a des poissons de taille moyenne, là, des 25, 28, 30. Là. C'est vrai qu'au leurre souple, quand il n'y a pas beaucoup d'eau, en plus, tu as énormément de touches pour peu de réussite certaines journées. Ça me frustre énormément. Je vais quand même à la pêche pour en attraper, pas juste pour les compter. Donc, leurre souple, je le fais un peu quand c'est nécessaire, vraiment, quand il y a des postes un peu singuliers. Et puis, nous, on a quand même beaucoup de bois dans l'eau. Donc, c'est pareil, si tu veux laisser de la tête plombée, c'est une bonne chose. Parce qu'au final, je pêche énormément cuillère, mais par contre, à la belle saison, c'est-à-dire à descendre le courant avec des petites cuillères. Et sans quoi, c'est vraiment poisson nageur. Les cuillères Cuillère tournante, ouais. D'accord. Ondulante un petit peu quand même. J'aime bien l'ondulante, même en début de saison, tu vois. Justement, ça permet de pêcher creux, quand tu as notamment des beaux radiers, et puis que tu as derrière des endroits un peu plus lents. L'ondulante te permet, tu vois, sur le coup entre midi et 14h, là, quand elle monte dans un peu moins d'eau, ça permet de faire des belles pêches quand même. Ouais, tu peux pêcher lentement, l'ondulante aussi. Tu peux hyper lentement. C'est que tu retrouves un peu le poisson nageur avec des densités différentes, surtout que maintenant, tu vois, il y a une belle offre dans la plupart des gammes, c'est-à-dire que tu as des palettes très fines, tu en as des épaisses, tu peux vraiment te faire plaisir avec les ondulantes. Et je pense que c'est ce qui va le plus évoluer dans un temps à venir, là, c'est les pêches de truite à l'ondulante. Moi, pour rejoindre Gaël, c'est vrai que le truc qui me fait le plus chier, c'est le leurre souple. Je prends beaucoup de plaisir au poisson nageur. À la Blade, j'y pêche régulièrement. Mais le leurre souple, je l'utilise que moi, c'est ma façon de faire. Je vais dans certaines rivières où il y a des herbiers type sorgue et tout ça. Et là, tu ne sais pas pêcher autrement qu'avec une espèce de montage texan. Et là, tu vas prendre des poissons que tu n'aurais pas touchés au poisson nageur ou à la Blade. Et puis si tu passes, tu grilles le poste parce que tu accroches, parce que ta présentation n'est pas bonne, parce que tu ne passes pas là où il faut. Ouais. C'est la seule façon pour laquelle je vais l'utiliser. Pour bien pêcher à la truite, il faut avoir une belle boîte de poisson nageur. Une belle boîte de leurre souple, une belle boîte de cuillère, si c'est le truc. Parce que quand on disait qu'il faut être à 20 cm du fond, on n'a pas dit combien il y a au-dessus. C'est-à-dire que tu vas pêcher ton radier, ça fera 60, tu vas pêcher dans 60. Par contre, 2 heures après, sont dans les fosses, il faut pêcher dans 2 mètres d'eau. Ton poisson nageur qui pêchait 1 heure avant, il sera plus bon. Et en règle générale, en début de saison, on pêche plus des courants laminaires et réguliers. Elles ne sont pas encore dans les tourbillons, elles sont pas... on cherche ça. Donc, ça permet déjà de cibler les parties sur la rivière qui t'intéressent. Mais ça peut, à un moment, elles peuvent très bien être dans les bordures à tes pieds, au pied d'un enrochement, au pied des souches, n'importe. Et il faut avoir tes poissons nageurs, une gamme qui te permette de faire un peu le tour. Et c'est un poisson qui peut être très très chiant sur les couleurs, les truites. C'est un poisson qui voit très bien. Et elle peut dire, bah non, je veux que des poissons nageurs avec le ventre orange aujourd'hui. Et là, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux sortir ta boîte,
Ceux qui ont le ventre orange, tu les mets d'un côté, ceux qui ne l'ont pas, tu les mets de l'autre. Et tu auras beau essayer, elle voudra un type de couleur. Et ça, on peut le déterminer en fonction des conditions météo, en fonction de l'état de la rivière, de sa turbidité, ou pas du tout, c'est vraiment l'humeur des poissons et c'est très très variable. Donner une indication sur le premier à essayer. Maintenant, C'est l'humeur du C'est poisson. l'humeur du poisson. Bon, merci beaucoup messieurs, on a un peu mieux compris, un peu mieux cerné vos goûts en matière de truite. On a parlé de l'ouverture de la truite qui va arriver dans quelques semaines, on va parler aussi de la fermeture du brochet qui est effective depuis quelques jours. Retour sur le plateau du Fishing Club et on va parler de la fermeture du brochet dans les eaux de deuxième catégorie puisque pour schématiser on va dire que le brochet, la pêche du brochet est fermée en deuxième catégorie entre le dernier dimanche de janvier et le 1er mai. Alors puisque cette fermeture est destinée à protéger le brochet, la première question toute simple que j'ai envie de vous poser c'est est-ce que cette mesure protège bien ce poisson? Ne vous battez pas pour commencer. Nico. Oui, elle le protège au sens où il y a des pêcheurs qui ne sont pas sur l'eau à ce moment-là et ça leur laisse une période, si tu veux, de calme où il y a moins de pression de pêche. Après, est-ce que, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le brochet est particulièrement vulnérable quand il est sur sa frayère vis-à-vis d'autres espèces comme le cendre ou le black bass, j'ai pas l'impression, où là il y a un vrai problème, tu vois. Là, quand ils sont sur les frayères, tout le monde peut faire un carton. Sur le brochet, de ce que j'entends, tu vois, les mecs qui pêchent dans le privé pendant la période de fermeture et tout ça, c'est clairement pas la période, celle où ils se reproduisent, la période où ils mangent le plus. Donc, c'est-à-dire le moment où les brochets mâles se mettent autour de la femelle et se mettent à la suivre pendant des journées entières, à ce moment-là, est-ce qu'il est réceptif à une pêche au leurre, par exemple? Sa capturabilité, elle n'augmente pas pendant la reproduction. Mais est-ce qu'elle diminue? Elle diminue considérablement. Vous êtes persuadé de ça? Oui, j'ai la chance de pratiquer dans plusieurs plans d'eau privés. On ne parle pas de micro-plans d'eau, on parle de jolis plans d'eau, où il y a des belles populations de brochets qui se portent très bien, et où il y a plein de gros. Mais par contre, on les relâche toute l'année, et à la fraie, là, tu vois bien que ça ne mord pas. C'est-à-dire que tu auras toujours une petite catégorie qui vont mordre, les petits mâles ou le machin, mais tu ne vas pas cartonner les brochets. Quand ils frayent, c'est fin du bal. Est-ce qu'on peut remettre en cause l'utilité de cette fermeture de la pêche du brochet en deuxième catégorie? Moi, je pense que oui. Contrairement au cendre, ce poisson, comme on vient de le dire, il n'est pas agressif à cette période-là, contrairement à d'autres espèces comme le cendre ou le black bass. Et du moment que les zones, j'ai envie de dire, les zones à frayère, tout le monde les connaît, il y a peut-être d'autres systèmes plutôt que de fermer la pêche. Ça n'a pas l'air très utile, si je vous écoute, pour synthétiser. Peut-être pour ralentir, comme disait Nico, la pression de pêche sur l'espèce pendant quelques mois. J'essaie de trouver un intérêt à cette fermeture-là. J'en vois un autre, si on tire un peu le truc, c'est qu'une fermeture, ça implique une ouverture et que ça fait un moment un petit peu important sympa, dans le calendrier. Dans le calendrier, et où tout le monde, le même jour, y retourne. Voilà, c'est un moment sympa qu'on adore. Voilà, maintenant, clairement, c'est pas l'espèce pour laquelle une fermeture... dans une mesure de protection des poissons est le plus utile. Moi, j'adorerais qu'il y ait une fermeture sur le cendre ou sur le black bass, où là, clairement, les poissons ils sont menacés pendant qu'ils fraient, et sur le brochet... Parce qu'ils défendent leur nid. C'est aussi le problème de ce pic que tu as l'air de trouver sympa, en fait. Le problème, c'est que ça déclenche une pression de pêche à la pire des périodes pour les autres espèces. Le 1er mai. Notamment le cendre et le basse, puisque... tout est centré autour du brochet qui, effectivement, doit frayer un peu ou prou dans cette période de fermeture là, mais pour les autres, c'est pas une bonne nouvelle, quoi. Ah bah non. Donc il faudrait décaler ces dates de fermeture du brochet pour protéger d'autres espèces, c'est ça? Il y a déjà un truc important à comprendre, c'est parce que on s'offusque de quelqu'un qui prendrait un brochet sur une frayère pour le manger, par exemple. Mais que tu le prennes en mai, en n'importe quelle saison, si tu le gardes, il ne se reproduira pas. C'est la triste vérité. C'est-à-dire que -1, c'est -1. Il n'y a pas à se dire telle date c'est mieux, telle date c'est pas mieux. Non, non, non. Et toute la problématique, elle est là. C'est qu'on parle de gestion de milieu, mais il n'y a rien de géré. C'est-à-dire qu'on peut faire des fermetures, on peut faire ce qu'on veut, mais on ne sait pas ce qui est prélevé tous les ans exactement sur les milieux. Donc à partir de là, comment tu veux gérer quelque chose déjà? Et après, en effet, le brochet, c'est certainement un des moins vulnérables. Je pense que c'est sympa de leur laisser le temps aussi qu'ils oublient un peu les leurs. Ça fait qu'il y a derrière, tu retrouves des poissons un peu plus dispo pendant un moment et tout ça. Après, que ça tombe en même temps que les cendres et les black bass, par exemple, sur les frayères, c'est malencontreux. On va dire qu'on pourrait décaler l'ouverture, ça ne gênerait pas. Ou faire, comme le dit Samir, des zones de réserve. Ce qu'a fait l'Aveyron l'année dernière, par exemple. La Fédé de l'Aveyron, ils ont ouvert, c'est resté ouvert toute l'année, la pêche au leurre. Et ils ont par contre leur zone de frayère identifiée sur les lacs où tu n'as pas le droit d'aller pêcher, des réserves temporaires. Et il n'y a pas eu de carton de brochet de fée, il n'y a pas eu de...
Il s'est pris des poissons, mais ça n'a pas déséquilibré le truc pour autant. Et par contre, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas plus de monde que ça qui allait pêcher sur février-mars. Samir? Ouais, moi je suis pour ces réserves temporaires pour plusieurs raisons en fait. Ça permet à tout le monde de connaître les zones où les poissons se reproduisent, quelles que soient les espèces, hein, et ça pénalise pas les pêcheurs. Et pour moi aujourd'hui, le meilleur garde au bord de l'eau, c'est les pêcheurs. Et si demain il n'y a plus des pêcheurs à ces périodes de fermeture au bord de l'eau, ça veut dire que les personnes mal intentionnées vont faire tout ce qu'elles ont envie de faire. Il n'y aura personne pour les contrôler à cette époque de l'année. Et donc, si on a des pêcheurs qui pêchent toute l'année, quand le brochet se reproduit, on le respecte, les zones sont délimitées, on va pêcher les sandres. Et à l'inverse, quand le sandre va se reproduire, les zones de frayère sont délimitées, on ne s'en approche pas, on n'a pas le droit. On va pêcher les brochets qui ont fini de se reproduire. Mais là, ça pêche toute l'année, ça pénalise pas les pêcheurs. Et on fait de l'autosurveillance tout simplement à l'année. Et je pense que c'est peut-être une piste à exploiter plus sérieusement. Moi, je suis persuadé aussi que ce système de frayères qui sont identifiées et interdites d'accès une partie de l'année, ça marche mieux que le système de fermeture. Il y a différentes approches qui sont testées. Il y a des restrictions sur le type de leurre à utiliser en fonction de la période pour éviter de solliciter, par exemple, les cendres ou les brochets pendant la fermeture. Ce qui a été essayé en Aveyron. Mais c'est vrai qu'un système de réserve tournante et d'endroits interdits en fonction des espèces serait mieux adapté, c'est sûr. Il a raison, Sylvain. C'est pas si simple que ça, mais ça reste faisable à condition de s'en occuper un peu, mais je reste convaincu que c'est pas la solution, c'est pas de pénaliser les pêcheurs sur les autres espèces, ça nous fait pas avancer. Je crois que même ça peut que nous faire reculer. Si on empêche les gens d'aller à la pêche pendant 3-4 mois, comme on le disait tout à l'heure, tout le monde y va, l'effet de masse et tout le monde cartonne des poissons partout. Mais ce qui est dommageable, c'est si au final on n'atteint pas surtout le but recherché, parce que si c'était une mesure qui faisait l'unanimité et qui permettait d'assister à une explosion et à une recrudescence des brochettes, je pense que tout le monde applaudirait dès demain. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout sûr de ça. Les gars qui pêchent les brochets en Irlande au mois de mars, là, ceux qui tombent les bonnes semaines, c'est-à-dire après la fraie, là, se régalent. Ceux qui tombent la semaine où c'est la fraie, ils font le tôle. Ouais. Voilà, et c'est ouvert, et les mecs le pêchent. Et justement, il y a des choses, il y a la gestion et les fermetures à l'étranger. Vous avez des exemples parlants qu'on pourrait adapter, importer en France, des choses qui vous ont plu dans ce que vous avez vu à l'étranger? Pour prendre le cas des voisins hollandais, par exemple, ils ont une fermeture qui va de fin mars à début juin, grosso modo. Ça a quand même... Alors, effectivement, pour le brochet, c'est peut-être un peu en décalage. On disait tout à l'heure, on est un peu limite dans cette période-là, mais finalement, on s'en fout puisqu'il n'est pas plus capturable. Par contre, ça leur offre quand même une bonne protection pour le cendre et c'est intéressant, quoi. Et c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas beaucoup de brochets, les gros brochets. Ah oui. Énormément de brochets. Après, Après, ils les ont préservés aussi, c'est-à dire que tu ne peux pas prélever des brochets comme ça. Il n'y a pas de culture, ils le mangent moins que chez nous, un petit peu quand même aussi. Et puis, ils ont aussi un réseau hydrographique qui est sans comparaison. Il n'y a pas de barrage, donc pas de marnage. Le brochet, c'est quand même l'espèce c'est quand même assez sensible au niveau de l'ARPRO à ce niveau-là. Donc c'est quand même un tout à... Il y a quand même une bonne capturabilité, c'est-à-dire que les brochets, le jour où ils sont sur on, alors là depuis, ça va faire 2 ans, là on a des quotas maintenant, avec 2 brochets maximum, 3 carnassiers par jour par pêcheur. Donc déjà ça pour moi c'est un bon pas en avant, parce qu'il y a des moments, les brochets, s'ils sont sur on, le gars, tu mets un spinner, tu déroules tes bordures, tous les 10 mètres tu vas en péter un. Et voilà, tu as des gars qui n'hésitaient pas à en garder 15, 20, mais par contre, il faut savoir que la fois d'après, évidemment, ceux que tu as pris là sur la bordure, cette bordure-là, il y en a beaucoup moins. Ça, c'est... Pour terminer, importer l'exemple néerlandais, c'est-à-dire une fermeture de mars à juin, c'est quelque chose que vous aimeriez voir testé en France ou pas du tout? Pas nécessairement. Je pense qu'une fermeture par espèce, ce serait plus pertinent. Je pense que leur système est quand même meilleur que le nôtre aujourd'hui, dans une optique de protection, pas que du brochet, mais des carnassiers en général. Ouais, de toute façon, des tests, il faut en faire. Moi, je rejoins Sylvain, je préfère l'idée de fermer des petites zones qui sont identifiées, des zones de frayère, et de laisser un accès au reste du plan d'eau. Ou des lacs en entier. Un lac où il n'y a pas de cendres, il n'y a pas lieu que ce soit fermé au mois de mai ou juin, quoi. Voilà. La fermeture du brochet en tant que telle, on peut la décaler parce qu'en janvier, il n'y a pas de drame, il ne fraye pas en janvier. C'est-à-dire qu'on peut pêcher janvier, février. Mais par contre, ce qu'il faut qu'on cherche à faire, c'est augmenter la productivité des milieux. Et pour ça, sur une espèce comme le brochet, ce n'est pas une question de fermeture, c'est plus une question d'ouverture du milieu et qu'ils aient des accès sur des frayères, qu'on augmente en superficie, qu'on ait plus de recrutement et à partir de là, on aura plus de brochets. C'est comme sur beaucoup d'espèces, et notamment la truite, pour faire le lien avec le sujet précédent. Le gros recrutement, il vient avant tout du milieu et de l'habitat qui est offert, quoi. Alors le brochet, c'est peut-être pas tant l'habitat, mais au moins les zones de repro accessibles en eau, avec des supports. Enfin,
Donc préserver C'est les, plus un travail sur préserver le les zones milieu. de frayère. frayère. Ouais, de toute façon, ça c'est un sujet Préserver global à les la pêche en augmenter. France. Préserver les Ouais, voilà, c'est ça. Augmenter surtout les tailles de frayère. Bien plus efficace selon vous en tout cas qu'une Une fermeture pénaliser les pêcheurs. Ouais. aux dates actuelles. Bon, merci, on a compris votre sentiment sur cette question. On va parler de la Lune, et oui, et de la pression atmosphérique tout de suite dans le Fishing Club. On est de retour sur le plateau du Fishing Club et on va faire le point avec nos experts sur ce qu'on a appelé les paramètres oubliés et notamment 2 d'entre eux. On verra si on a le temps d'en aborder plus, mais on va parler de la Lune notamment et de la pression atmosphérique. Si je vous dis John Alden Knight et la théorie solunaire, ça vous parle, ça évoque quelque chose? Un petit peu, ouais. Et c'est quelque chose que Pas tu du peux tout. nous expliquer? Enfin non, c'est alors que disons qu'il y en a qui y croient. Moi, c'est un truc auquel je fais pas gaffe. Donc la théorie de Knight, juste on va rappeler, c'était un pêcheur américain qui a établi une théorie dans les années 20 en constatant de manière empirique des prises de poissons qui augmentaient à Qui certains augmentait à certains moments. de la Lune, notamment les moments où la Lune était parfaitement au-dessus de sa tête et les moments où la Lune était parfaitement en dessous de ses pieds. Pour faire très très simple, évidemment, parce que le calendrier solunaire de Knight, c'est un peu plus complexe que ça. Gaël, toi par exemple, c'est quelque chose, tu n'y prêtes strictement aucune attention, c'est ça? Enfin, pour être clair, quand j'ai le temps d'aller à la pêche, j'y vais. Avant de regarder le temps, la lune, le tout, déjà, si j'ai du temps, j'y vais. Et tous les poissons que j'ai attrapés, c'était au bord de l'eau. Ça, c'est le fait de dire, il y a un vent d'est, je vais pas les pêcher aujourd'hui. Il y a trop de paramètres dans l'équation pour s'arrêter à 1 ou 2 et se dire, ceux-là, alors ils sont importants. Tu vois, je vais pas dire que ça marche pas. Parce que la lune a une influence considérable sur les marées, par exemple. Donc si tu pêches le bar en mer, nous, les coefficients de marée, les horaires de marée, c'est important. Donc tu peux dire, la lune joue là-dessus, si tu veux. Mais il y a ça. Est-ce que c'est la Lune, est-ce que c'est la marée en fait qui joue Exactement. les deux sont en Et même après, temps. tu as la direction d'où vient le vent, tu vas voir les On températures. va rester sur la Lune. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici autour de ce plateau qui fait attention au calendrier lunaire avant d'aller à la pêche ou qui est un peu plus excité lorsque le calendrier lunaire semble favorable? Je rejoins Gaël, je vais à la pêche quand j'ai le temps d'y aller. Par contre, si jamais j'ai un voyage de pêche à faire et que je me dis Quelque chose qui est l'automne- prévu. Ouais, l'automne ou l'hiver prochain, je vais partir sur telle destination, ben, je vais essayer de caler mes dates de voyage quand même en fonction. C'est le seul paramètre qu'on va maîtriser si tu veux. C'est les marées, si c'est en mer, et la lune, c'est le seul qu'on peut maîtriser à l'avance. Samir? On te dit que c'est la bonne lune, ouais, si c'est lié au marais, au niveau, ok. Mais en fait, quand tu vas pêcher à un fleuve ou quoi, il suffit qu'il ait ouvert la porte de l'écluse pour que tous les paramètres que toi tu pensais être bons, tu vas pas venir me dire que c'est la lune, celle-là qui t'a fait prendre des poissons. C'est juste le mec qui a ouvert l'écluse, quoi. C'est beaucoup plus terre à terre. Hein. J'espérais un petit peu de lyrisme. Sylvain, sur la Lune, pareil. Il est Pas moi bon qui- là-dedans, C'est il est bon. c'est pas moi qui vais t'en apporter, non, je regarde absolument pas. Je vais peu à la pêche, quand j'ai une occasion, je fonce. Tu fonces. Ouais, bien sûr. Bon, alors on va laisser tomber la Lune puisque je vois que ça vous passionne pas des masses. On va parler de la... On n'a pas dit que ça n'avait pas une influence. Ouais. Ça a une influence parmi un tas d'autres C'est paramètres. ça. Je vois, moi qui pêche les truites de mer la nuit, il y a des fois où tu pourrais te dire oui, la lune, parce que si je prends une semaine, tu vois, tu prends une journée, une semaine où tu as à peu près le même temps tous les soirs, l'eau reste à la même température, toutes les variables sont fiables, la lune tu l'auras plus ou moins, et c'est valable depuis 10 ans on va dire. Tu as 1 ou 2 soirs dans la semaine où ça va mieux mordre. Pourquoi, comment, ça je pourrais pas te dire. Et il y a des fois c'est pleine lune, des fois c'est le premier quartier. Enfin se limiter à ça c'est trop aléatoire. On va parler de la pression atmosphérique, juste parmi ces paramètres un petit peu oubliés, ou en tout cas ceux auxquels on fait moins attention, j'ai l'impression, de nos jours. La pression atmosphérique, les systèmes dépressionnaires, tout ça, c'est des choses qui vous parlent. Vous avez pu vérifier des Moi, tendances dans les comportements des poissons? Ah, ça inspire plus Samir, Moi, ça. notamment sur le cendre, ouais, les changements barométriques, tu peux te rendre compte que quand tu as des grandes périodes de froid, un léger petit redoux, allez, tu vas voir la neige cet après-midi ou demain, tu as des gros coups à faire sur les gros poissons et ça s'avère souvent vrai. Là, c'est des conditions où, pour moi, il faut aller pêcher le cendre, quoi. Dès qu'on arrive l'hiver, gros froid, gros redoux avant la neige, ça fait partie des grandes périodes pour espérer prendre un gros poisson. Pour le cendre et d'une manière générale, la pression atmosphérique, ça joue. Les variations de pression atmosphérique, ça joue sur Oui, le c'est les comportement, changements l'agressivité. Les changements brutaux qui peuvent induire vraiment des changements de comportement des poissons. Ouais. C'est vrai que les périodes un peu stables, enfin ça dépend encore une fois de quelle espèce on parle. Hein. Sur le bar, il y a un truc qui est assez notable, c'est que quand tu as une pression stable, ça te fige un peu la pêche. C'est exactement ça. Si elle est bonne, elle reste bonne. Si elle est mauvaise, elle reste mauvaise. Donc quand elle est mauvaise, t'attends que ça change.
Quand elle est bonne, tu pries pour que ça change pas. Donc sur le bar, sur le cendre, d'autres espèces qui Sur sont... le centre, moi je rejoins un peu que si on a des temps un peu des conditions fixes là, tu arrives à avoir des pêches qui changent pas trop. Ouais. Par contre, si le temps change sans arrêt, tu peux bénéficier. Par exemple, le cas d'un soir orageux en été, tu peux faire le coup de l'année parce que là, ça va pas durer, mais au premier coup que ça tonne, ce sera fini. Puis c'est conseillé de ranger les cannes. Donc, Ça tombe bien. mais tu peux, le temps que ça se mette en place, là, tout le monde peut être dehors, brocher, perche, cendre, et puis taper sur tout ce qui bouge. Comme les truites, elles deviennent complètement cinglées si tu veux. Et sur les changements, vous arrivez à expliquer le phénomène qui prévaut sur les autres, ces changements de température, de luminosité, de pression atmosphérique, tout est lié, c'est délicat d'en isoler un. C'est assez lié. Le vent est souvent bénéfique d'une manière générale. Surtout par exemple, sur les conditions estivales avec des eaux un peu chaudes, c'est souvent bénéfique. Ouais, moi, mes plus belles journées de pêche au black bass, c'est souvent... c'est calme, il y a un grand soleil, d'un coup il y a 2 nuages qui se foutent en travers, 10 à l'heure de vent, ça a changé, pam, ça mord. Et voilà, et c'est cyclique dans une journée proprement dite. Souvent, je me suis rendu compte que les journées comme ça faisaient vraiment la différence. Et tu prenais des poissons que quand c'est calme, 10 minutes avant, tu passes, il n'y a rien, il y a un grand soleil, ils ne s'approchent même pas de ton leurre, ils ne veulent même pas le voir. Et ce petit changement, ce petit coup de vent, ce nuage sur le soleil, c'est... On est tous d'accord pour dire qu'on n'aime pas le grand soleil sans vent avec de l'eau claire, quoi. Ça dépend. C'est à peu près ça la tendance Tu vois, moi, générale. c'est un peu plus compliqué. Ouais, et puis même, moi je vais parler un peu de la fin de saison, voilà, les mois qui sont passés là sur le bar. Quand tu arrives sur octobre, novembre, décembre et que tu as eu une semaine, 10 jours où tu n'as pas de gros changements de pression atmosphérique, où tu as un temps qui est assez stable, les poissons, tu les fais monter, descendre dans la couche d'eau et tu arrives à les prendre en surface en fin de saison. Si le temps il change tout le temps, que tu vas avoir un coup de vent, le lendemain un gros coup de soleil, le surlendemain un coup de froid et tout, tes poissons, ils trouvent leur couche d'eau où ils sont confortables, ils n'en bougent plus, quoi. Et il y a le même principe, grand soleil, pétole, des eaux claires par exemple pour pêcher les lieux sur épave. Ouais, c'est les conditions parfaites. C'est des conditions parfaites. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plein d'espèces. Dès qu'il y a un peu de profondeur. Est-ce que c'est parce que ça améliore la qualité des dérives et ça améliore déjà votre, tu pêches plus votre proprement. technique, voilà, ça, tu pêches clair. plus propre aussi. Tu pêches confortable parce que... Ouais, t'as pas les mêmes t'as pas détections froid. sondeur quand même. Ouais. Mais après, je sais que moi sur des pêches de printemps, j'aime bien, soleil. Oui, parce que c'est des conditions de réchauffement. Et oui, mais ça chauffe une partie du plan d'eau et c'est tout bénef. Hein. Ouais, bien sûr. Après, là, on parle de pêche en mer et de pêche dans des endroits où on a du courant, tu vois, que ce soit la Normandie ou la Bretagne, et où ça, c'est un facteur, si tu veux, je pense, qui est le premier, qui est le plus déterminant. Et le reste, il y a le confort de pêche qu'on a. Et du moment que tu as du courant, tu arriveras, le poisson, il va aller s'alimenter sur les zones de courant. Donc, peut-être que c'est moins déterminant, la pression atmosphérique, les changements climatiques et tout ça sur nos zones en mer, que ça peut l'être sur un plan d'eau fermé, voilà, où tu n'as pas ce phénomène courant-là qui va déterminer l'activité et l'endroit où se placent les poissons. Il y a quand même un truc qui est juste pas normal, parce que moi, si tu veux, je me rends compte, je vais parler de lacs avec des eaux pas forcément claires, hein, le Salagou, le lac de Nossac, j'ai plein d'exemples comme ça, où si tu veux, il y a pétrole, il n'y a pas de vent, il n'y a rien, tu galères pour faire des poissons, le vent se lève, il y a de l'activité de partout, l'eau n'est pas claire, ça fait bouger les poissons, ça les rend moins méfiants, ça les met en activité. Moi, Ça, je te ça rejoins, camoufle, et ça par camoufle contre, tes perturbations. Tu vas en Espagne, il y a plein de lacs où tu pêches mieux quand il fait beau et qu'il n'y a pas de vent. Oui, c'est vrai. En Extrémadour, notamment, je l'ai vu, ça, oui, bien sûr. Tu arrives, tu te dis, c'est dégueulasse, ces brochets vont mordre. Ouais, et non. Eh ben non. Tu vas en Irlande, par contre, il fait très beau, ils mordent pas. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça a une incidence. Après, moi là où j'y vais avec des pincettes vraiment, c'est de dire, en effet, il y a des lacs où il faut du vent. Parce que les poissons, ils ont l'habitude de ça. C'est un des facteurs qui déclenche l'activité, c'est ce qui fait bouger. Et quand tu pêches en lac, tu le vois très bien. Quand tu pêches un peu au leurre souple, en lancer ramené, les journées où il y a du vent, il y a un courant qui se crée et tu le sens dans ta ligne, ça tire. Les journées où ça tire, tu accroches peu ton leurre et tu as des touches. Les journées où ça tire pas du tout, où tu envoies ton leurre, il descend, pouf, tanké direct. Ces journées-là, en général, ça va être délicat. Bon, on a compris, vous aimez bien le vent, vous n'en avez rien à faire de la Lune et la pression atmosphérique, vous vous en accommodez, quoi. Pour résumer, et ce n'est pas des facteurs qui vous font aller au bord de l'eau, qui vous excitent, ou qui vous... Non, mais je pense que ce qu'on peut content retenir, de les c'est qu'on avoir, va au t'es bord de content l'eau d'avoir quand on a des envie bonnes d'aller à la conditions. pêche. Tu es chez toi, tu vois un orage qui monte, si tu as l'occasion d'y aller, faut y aller. tu vas quand même aller faire ton coup du soir. Et tu sais l'expliquer d'un point de vue plus biologique, pourquoi les poissons vont se mettre en activité juste avant l'orage.
On ressent tous cette espèce d'électricité dans l'air, ce changement à venir et ces conditions de luminosité notamment qui changent. Mais pourquoi est-ce que ça déclenche le poisson? C'est qu'il y a une chute de pression et donc inévitablement le taux d'oxygène dissous va descendre. Donc tu pourrais te dire, mais ça correspond à un moment où, je sais pas, ils sont... Un petit truc inexplicable quand même. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. On a essayé d'y voir un petit peu plus clair. Je vais penser à vous acheter à tous un petit calendrier solaire de Night. Je sens que je vais faire fureur. Ça peut se tenter, hein. On te le remplira et justement on te dira, tu vois là, c'était pas bon. Mais... Merci beaucoup. J'espère que vous allez revenir très bientôt sur le plateau du Fishing Club. À très bientôt.